Il y a un silence entre deux nombres. Un silence si profond, si vaste, si mathématiquement impénétrable que toute la civilisation numérique repose dessus. Vos mots de passe, vos comptes bancaires, les messages que votre médecin envoie à votre pharmacien avec le nom du médicament que vous prenez en secret, les ordres que les sous-marins nucléaires reçoivent de leur gouvernement à 3000 mètres sous la surface de l'océan, les codes qui empêchent un missile de partir sans autorisation. Tout cela tient grâce à un seul fait mathématique, un fait découvert en 1977 par 3 hommes dans un bureau du MIT qui jouaient avec des nombres premiers. Le fait est simple. Prendre 2 nombres et les multiplier est facile. N'importe quelle calculatrice le fait en un clin d'œil. Mais prendre le résultat et retrouver les 2 nombres originaux est impossible, pas difficile, pas long, impossible. Pas dans le sens où personne n'a encore trouvé la méthode. Dans le sens où le temps nécessaire pour essayer toutes les combinaisons dépasse l'âge de l'univers. Ce silence entre la multiplication et sa réverse, entre le produit et ses facteurs, c'est le mur derrière lequel vous vivez. Chaque mot de passe que vous avez jamais tapé fait confiance à ce mur. Chaque transaction bancaire que vous avez jamais effectuée traverse un pont suspendu au-dessus de ce silence. Et pendant 47 ans, le mur a tenu. Il ne tient plus. Une fissure est apparue. Elle était petite au début. Une ligne dans un article de physique que presque personne n'a lu. Puis la fissure s'est élargie. Des laboratoires ont commencé à rapporter des résultats qui n'auraient pas dû être possibles. Des machines ont commencé à résoudre des problèmes qu'aucun ordinateur classique ne pouvait toucher. Et quelque part entre un laboratoire de Google en Californie et un article publié fin 2024, la fissure est devenue un trou. La plupart des gens ne l'ont pas remarqué. C'est la nature des murs. On leur fait confiance précisément parce qu'on ne les regarde pas. On découvre la brèche quand quelque chose tombe à travers. Quelque chose est en train de tomber à travers en ce moment même. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes concerne directement la sécurité de chaque information numérique que vous possédez. Et ce n'est même pas la partie la plus terrifiante de cette histoire. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter à l'endroit où le silence a été découvert. En 1977, 3 mathématiciens au MIT ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman ne cherchaient même pas à sauver le monde. Ils jouaient avec des nombres premiers. Les nombres premiers sont les atomes de l'arithmétique. Des nombres qui ne se divisent que par 1 et par eux-mêmes. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ils semblent simples. Ils sont tout sauf simples. Parce que les nombres premiers ont une propriété que personne n'a jamais réussi à dompter. Leur distribution est imprévisible. Vous pouvez trouver des premiers de plus en plus grands, mais vous ne pouvez pas prédire où le prochain apparaîtra. C'est comme si quelqu'un avait dispersé des pierres précieuses le long d'une route infinie sans laisser de carte. Rivest, Shamir et Adleman ont utilisé cette imprévisibilité pour construire un cadenas. Le mécanisme est d'une élégance qui confine au génie. Prenez 2 nombres premiers, chacun de plusieurs centaines de chiffres. Multipliez-les. Le résultat est un nombre gigantesque, des centaines de chiffres de long. Ce nombre devient votre clé publique. Tout le monde peut le voir. Tout le monde peut l'utiliser pour vous envoyer un message chiffré. Mais pour déchiffrer le message, il faut connaître les 2 nombres premiers originaux. Et les retrouver à partir du produit est le problème que l'univers ne sait pas résoudre. Ce n'est pas une exagération. Pour un nombre de la taille utilisée dans le chiffrement moderne, le meilleur algorithme classique connu mettrait plus de temps que l'âge de l'univers pour trouver la réponse. Pas un temps long. Plus que tout. Plus que les étoiles elles-mêmes. Le silence entre le produit et ses facteurs est plus vaste que le cosmos. Ils ont appelé leur invention RSA. 3 lettres. Et ces 3 lettres sont devenues le sol invisible sous le monde numérique entier.
Vous marchez dessus en ce moment. Chaque fois que vous tapez un mot de passe, vous faites confiance à ce sol. Chaque fois qu'un diplomate envoie un câble chiffré, chaque fois qu'un médecin transmet un diagnostic, chaque fois qu'un système de missiles authentifie un commandement, le sol est le même sol. Et il tient parce qu'une opération mathématique est facile dans un sens et impossible dans l'autre. Ce silence entre la facilité et l'impossibilité, c'est tout ce qui se tient entre vous et le chaos. Vous vous attendez peut-être à ce que je vous dise qu'il y a un plan B, un deuxième sol sous le premier, une autre forme de mathématiques qui protège tout au cas où RSA se fissurerait. C'est ce que vous attendez parce que c'est la chose raisonnable. Aucun ingénieur ne construit une civilisation sur un seul point de défaillance. Sauf qu'ils l'ont fait. En 1985, deux mathématiciens travaillant indépendamment, Neal Koblitz aux États-Unis et Victor Miller au Canada, ont développé ce qu'on appelle la cryptographie à courbe elliptique. Elle semble différente de RSA. Elle utilise des courbes au lieu de nombres premiers. Elle fonctionne plus vite. Les clés sont plus courtes. Si RSA est un cadenas de fer massif, la cryptographie à courbe elliptique ressemble à un verrou moderne et élégant. Mécanisme différent, design différent, et certainement une vulnérabilité différente. Même vulnérabilité. Parce que l'algorithme qui dissout RSA attaque la structure mathématique en dessous. Une structure appelée le problème du sous-groupe caché. La cryptographie à courbe elliptique repose sur la même structure. Le cadenas et le verrou sont faits du même métal. Et l'acide dissout les deux. Pas de deuxième sol. Pas de pont de secours. Le monde numérique entier repose sur une seule hypothèse. La factorisation est difficile. Chaque protocole est piégé derrière cette hypothèse. Quand elle s'effondre partout. Comme tirer une nappe de sous chaque assiette d'une table qui fait le tour de la planète. Et l'acide a un nom. Il s'appelle l'algorithme de Shor. Et il attend depuis 30 ans. En 1994, un mathématicien nommé Peter Shor travaillait au Bell Labs dans le New Jersey. Les Bell Labs, l'endroit où le transistor a été inventé, l'endroit où la théorie de l'information est née. Shor n'essayait pas de construire une arme. Il était curieux à propos d'un problème de mathématiques. Un problème simple, en fait. Si simple que vous pouvez l'expliquer à un enfant. Prenez deux nombres. Multipliez-les. Facile. Votre téléphone le fait en une fraction de seconde, même si les nombres font des centaines de chiffres. Maintenant, inversez. Prenez le résultat et trouvez quels deux nombres l'ont produit. Cela devrait être tout aussi facile, n'est-ce pas? La multiplication à l'envers. Sauf que ça ne l'est pas. C'est si loin d'être facile que le problème habite un univers de difficultés entièrement différent. Shor a trouvé un moyen de le faire sur un ordinateur quantique en un après-midi. Pas par force brute, pas en vérifiant chaque possibilité. En exploitant une propriété de la mécanique quantique qui permet à la machine de parcourir chaque chemin simultanément et d'annuler les mauvaises réponses par interférence. Nous verrons comment cela fonctionne. Pour l'instant, ce qui compte est ce que cela signifie. Parce que cette asymétrie, l'écart entre la multiplication et la factorisation, n'est pas une curiosité mathématique. C'est le pont. Le pont sur lequel votre banque roule, le pont sur lequel votre gouvernement roule, le pont qui transporte les codes nucléaires. Et l'algorithme de Shor est un moyen propre, élégant, mathématiquement prouvé de le faire s'effondrer. L'algorithme est publié depuis 30 ans. N'importe qui peut le lire. Il n'est pas classifié, il n'est pas caché. Il est là, en pleine vue, inoffensif, parce qu'aucune machine n'existait qui pouvait l'exécuter, comme une arme chargée posée sur une étagère de bibliothèque. Parfaitement visible, parfaitement documenté, parfaitement inutile tant que personne ne peut appuyer sur la détente. Quelqu'un construit le doigt. La première fissure est apparue dans un laboratoire de Santa Barbara, en Californie, à l'automne 2019. La plupart des gens l'ont manqué. Une machine appelée Sycamore,
Un processeur de 53 qubits installé à l'intérieur d'un réfrigérateur plus froid que l'espace interstellaire a reçu un problème. Pas un problème utile. Pas le genre de problème qui change votre vie. Un puzzle mathématique spécifiquement conçu pour répondre à une seule question. Cette machine peut-elle faire quelque chose qu'aucun ordinateur classique ne peut faire? Sycamore a terminé en 3 minutes et 20 secondes. La même tâche sur le superordinateur le plus rapide de l'époque aurait pris environ 10 000 ans. Laissez ce chiffre atterrir. 10 000 ans. C'est l'histoire entière de la civilisation. Chaque empire qui s'est élevé et effondré. Chaque guerre. Chaque cathédrale construite à la main. Chaque livre jamais écrit. Comprimé dans le temps qu'il faut pour faire bouillir un œuf. Un physicien de Caltech, nommé John Preskill, avait un mot pour ce moment. Il l'a appelé la suprématie quantique. Pas parce que la machine était plus rapide. Plus rapide implique la même route avec une voiture plus rapide. Ce n'était pas la même route. C'était une route entièrement différente. Une route que les ordinateurs classiques ne peuvent même pas voir, encore moins emprunter. Et puis le monde est passé à autre chose. Une pandémie est arrivée, des élections ont eu lieu, et les gens ont oublié. Mais les physiciens n'ont pas oublié. Parce que Sycamore n'avait rien fait d'utile. Il avait fait quelque chose de bien pire. Il avait prouvé que la route existe, que la machine quantique peut atteindre des endroits où les machines classiques ne peuvent tout simplement pas aller. Le problème était un jouet. La route était réelle. Et si vous pouviez la rendre plus stable, si vous pouviez résoudre l'unique problème brutal qui l'empêchait de grandir, vous pourriez conduire cette route droit dans le mur qui protège chaque secret sur Terre. Le problème était le bruit. Un qubit est l'objet le plus fragile que les humains aient jamais essayé de fabriquer. Pensez à cela. Nous construisons des gratte-ciel dans des zones sismiques, nous posons des robots sur Mars, nous fissionnons des atomes, mais un qubit rend tout cela grossier. Parce qu'un qubit maintient son information dans un état quantique si délicat qu'un seul photon égaré, une vibration que vous ne sentiriez pas si elle frappait votre main, une fluctuation thermique si petite qu'elle n'a pas de nom dans le langage courant, n'importe laquelle de ces perturbations peut le détruire. L'information ne se corrompt pas, ne se dégrade pas. Elle s'efface entièrement, comme une bulle de savon touchée par un doigt. Et voici le cauchemar. Pour résoudre des problèmes plus difficiles, vous avez besoin de plus de qubits. Mais plus de qubits signifie plus de choses qui peuvent mal tourner. Chaque qubit que vous ajoutez est une autre bulle de savon dans le groupe, une autre surface exposée à l'univers, une autre chance pour que tout éclate. Pendant des décennies, c'était le mur. Vous ne pouviez pas construire un ordinateur quantique utile parce que le système se noyait dans son propre bruit avant de finir de penser. En 1995, Peter Shor, le même homme qui avait écrit l'algorithme, a prouvé quelque chose sur le papier. Il a montré que la correction d'erreurs quantiques est possible, qu'on peut concevoir le système de telle sorte qu'ajouter plus de qubits nettoie les erreurs au lieu de les multiplier. Le théorème était magnifique. Et il est resté sur le papier pendant 29 ans, parce que personne sur Terre ne pouvait le construire. Puis en décembre 2024, Google a publié les résultats d'un nouveau processeur appelé Willow, et la courbe s'est inversée. Pour la première fois dans leur histoire, plus de qubits signifiait moins d'erreurs. 29 ans d'essai et la barrière a cédé. Pas en théorie, en silicium, dans un laboratoire où vous pouviez entrer et toucher les machines. Les bulles de savon ont cessé d'éclater. La machine pouvait maintenant grandir. Et une machine qui peut grandir peut éventuellement exécuter n'importe quel algorithme que vous lui donnez, y compris un algorithme très spécifique qui attend dans la littérature ouverte depuis 30 ans. L'arme est chargée. La machine mûrit. Le silence entre les deux nombres premiers commence à se remplir d'un murmure que personne ne voulait entendre. Mais vous pourriez vous dire que nous avons le temps. La machine n'est pas prête. Nous pouvons changer les serrures avant que l'acide ne finisse son travail.
et cette logique serait parfaitement valide si l'attaque commençait dans le futur. Elle ne commence pas dans le futur. Elle a commencé il y a des années. Il existe une stratégie dans le monde du renseignement qui ne nécessite aucun ordinateur quantique. Elle nécessite de la patience et des disques durs. Elle s'appelle récolter maintenant, déchiffrer plus tard, et elle fonctionne exactement de la manière dont elle semble fonctionner. Vous interceptez du trafic chiffré. Vous ne pouvez pas le lire, donc vous n'essayez pas. Vous le copiez simplement. Tout. Vous remplissez des entrepôts de disques durs pleins de charabia que vous ne pouvez pas décoder. Et vous attendez. Vous attendez que la machine mûrisse. Et au moment où elle mûrit, vous nourrissez l'archive et le charabia se transforme en mots. Pensez à cela personnellement. Chaque courriel chiffré que vous avez envoyé il y a 5 ans. Chaque virement bancaire, chaque dossier médical, si ces données ont été interceptées, et le stockage coûte moins cher que le café que vous avez bu ce matin par gigaoctet, elles sont assises dans un coffre en ce moment, scellées, attendant une clé qui n'existe pas encore, mais qui existera, patiente comme la pierre, certaine comme les mathématiques. En 2022, la NSA américaine a publié un avis demandant au système de sécurité nationale de commencer à migrer vers le chiffrement résistant au quantique immédiatement. Ce mot, immédiatement. Ils savent quelque chose sur le calendrier que vous et moi ne savons pas. Et voici la partie qui devrait vous empêcher de dormir. Vous ne pouvez pas rechiffrer le passé. Vous pouvez changer chaque serrure sur Terre demain. Cela n'aura aucune importance pour tout ce qui a déjà été intercepté. Le passé est dans le coffre. La clé est en construction. Et quand elle sera terminée, le coffre s'ouvrira en remontant le temps. Chaque secret qui a jamais traversé un câble deviendra lisible, tout, d'un seul coup. Le silence entre les deux nombres n'a pas besoin de se briser demain pour que le désastre soit en marche. Il suffit que tout le monde sache qu'il va se briser un jour. Et tout le monde le sait. Pour voir comment le silence va se briser, nous devons regarder à l'intérieur de la machine. Pas les fils, pas le réfrigérateur, la chose qu'elle protège, un objet physique si étrange que le premier physicien qui l'a vraiment compris a dit que la seule réaction honnête est la confusion. Son nom était Richard Feynman, prix Nobel, joueur de bongo dans les clubs de striptease, crocheteur de serrures à Los Alamos pour s'amuser. En 1981, il s'est levé devant un auditoire au MIT et a dit quelque chose qui ressemblait à une blague. Il a dit que si vous voulez simuler la nature, si vous voulez construire un ordinateur capable de modéliser la façon dont le monde physique se comporte réellement, vous ne pouvez pas le faire avec une machine classique. Les machines classiques parlent le mauvais langage. La nature, a dit Feynman, n'est pas classique. Et puis il a ajouté un mot qui n'apparaît pas habituellement dans les conférences de physique. Il a dit, et je traduis fidèlement, que c'était fichtrement dommage. Il était frustré. Il avait passé des décennies dans le monde quantique, la couche en dessous de celle dans laquelle vous et moi marchons. Et cette couche obéissait à des règles qu'aucun ordinateur normal ne pouvait capturer. Un ordinateur classique pense en bits. Un interrupteur allumé ou éteint. 1 ou 0, c'est tout. Chaque calcul que votre ordinateur portable a jamais effectué est constitué d'interrupteurs basculant entre 1 et 0. Des milliards, très vite. Mais toujours des interrupteurs. Un qubit n'est pas un interrupteur. Un qubit est 1 et 0 en même temps. Pas parce que nous ne savons pas lequel il est, véritablement, physiquement, mesurablement dans les deux états simultanément. Ce n'est pas une métaphore pour la vitesse. C'est un fait physique confirmé chaque jour dans des laboratoires depuis plus d'un siècle. La première fois que vous l'entendez, cela devrait vous déranger. Si cela ne vous dérange pas, vous ne l'avez pas compris. Feynman a dit que personne ne comprend la mécanique quantique. Le mieux que vous puissiez faire, c'est vous habituer à la confusion. La confusion a un nom. Elle s'appelle la superposition. Et elle change tout. La superposition n'a pas été découverte par des théoriciens assis dans des fauteuils. Elle a été découverte par 2 expérimentateurs qui ont envoyé des atomes d'argent à travers un aimant
et ont obtenu un résultat qui n'avait aucun sens. Otto Stern et Walter Gerlach, Francfort, 1922. L'expérience était censée être simple. Vous chauffez des atomes d'argent jusqu'à ce qu'ils s'envolent en faisceau. Vous envoyez le faisceau à travers un champ magnétique plus fort d'un côté que de l'autre. La physique classique prédit que les atomes devraient s'étaler en une traînée continue, comme de la peinture projetée sur un mur. Au lieu de cela, le faisceau s'est divisé en 2 points nets, pas une traînée, 2 points distincts. Comme si chaque atome avait fait un choix binaire, haut ou bas, sans rien entre les deux et sans aucune raison que la physique classique pouvait expliquer. C'était déjà suffisamment étrange. Mais l'horreur véritable est venue plus tard, quand les physiciens ont commencé à demander ce que l'atome faisait avant de frapper le détecteur. Et la réponse, confirmée par un siècle d'expérience depuis, est qu'il ne faisait ni l'un ni l'autre. Il n'allait pas vers le haut, il n'allait pas vers le bas, il n'était pas indécis. Il était dans les 2 états simultanément, comme une réalité physique unique et indivisible. L'acte de mesure l'a forcé à choisir. Avant cela, il n'y avait rien à choisir parce que les 2 options étaient également réelles. Imaginez une pièce de monnaie qui tourne en l'air. Pendant qu'elle tourne, elle n'est ni pile ni face. C'est quelque chose d'autre. Un 3e état qui contient les 2. Au moment où elle touche votre paume, une réponse. Mais dans l'air, demander pile ou face, c'est comme demander si le bleu pèse plus lourd qu'un mardi. La question ne s'applique pas. Un qubit est une pièce qui n'atterrit jamais tant que vous ne regardez pas. Pendant qu'elle tourne, elle porte 2 réponses. 2 qubits portent 4. 10 portent 1024. 30 portent 1 milliard. La croissance est exponentielle. Mais porter des réponses est inutile si vous ne pouvez pas extraire la bonne. Vous avez besoin d'un mécanisme qui tire la réponse correcte du nuage et élimine le reste. Ce mécanisme existe. Il est plus vieux que les ordinateurs. Et il a été démontré pour la première fois par un homme qui n'était même pas un scientifique. En 1801, un médecin et polymathe nommé Thomas Young a réalisé l'une des expériences les plus simples de l'histoire de la science. Il a découpé 2 fentes étroites dans un écran opaque et a fait passer de la lumière à travers. Sur le mur derrière, il s'attendait à voir 2 bandes lumineuses correspondant aux 2 fentes. Au lieu de cela, il a vu un motif. Des bandes brillantes alternant avec des bandes sombres, s'étalant sur le mur comme les rides produites par 2 pierres jetées dans un étang au même moment. C'était de l'interférence. Les ondes de lumière passant par les 2 fentes se chevauchaient, là où 2 crêtes se rencontraient, elles s'amplifiaient mutuellement. Bandes brillantes. Là où une crête rencontrait un creux, elle s'annulait, bande sombre. Et la simplicité de la chose était belle, la physique pure des ondes rendues visibles. Vous pouvez voir le même phénomène dans une baignoire si vous tapez l'eau en 2 endroits à la fois. 200 ans plus tard, cet effet de baignoire est le moteur qui rend l'informatique quantique possible. Voici pourquoi. Rappelez-vous qu'un qubit en superposition porte plusieurs réponses à la fois. Un système de 300 qubits porte plus de réponses simultanées qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. Ce n'est pas de la poésie, c'est de l'arithmétique. 2 puissance 300 est un nombre si grand qu'écrire toutes ces décimales prendrait plus de papier qu'il n'en existe sur Terre. Toutes ces réponses existent en même temps à l'intérieur de la machine. Mais si vous ouvrez simplement la boîte et regardez, la superposition s'effondre. Vous obtenez une réponse aléatoire parmi la pile. Inutile. Alors au lieu de regarder, vous faites quelque chose d'astucieux. Vous faites interférer les réponses les unes avec les autres. Les mauvaises réponses, comme les crêtes qui rencontrent les creux dans l'expérience de Young, s'annulent mutuellement. Elles se détruisent les unes les autres. Tandis que la bonne réponse, comme 2 crêtes qui se rencontrent, est amplifiée. Elle devient plus forte. Elle s'élève au-dessus du bruit. Quand vous mesurez finalement le système, la bonne réponse est celle qui reste debout. Ce n'est pas une métaphore.
C'est le mécanisme physique par lequel un ordinateur quantique résout des problèmes. Il envoie un calcul le long de chaque chemin possible simultanément. Il laisse les chemins interférer. Et la mécanique ondulatoire fait le tri. La machine ne cherche pas la réponse. La réponse émerge de la collision de toutes les mauvaises herbes qui meurent, et cela ne fonctionne pas qu'avec la lumière. En 1961, Klaus Jönsson a prouvé que des électrons individuels, tirés un par un à travers deux fentes, construisent le même motif d'interférence. En 1999, Anton Zeilinger à Vienne l'a poussé encore plus loin avec des molécules de 60 atomes de carbone. Des objets que vous pouvez pratiquement voir sous un microscope, marchant à travers deux portes en même temps et interférant avec eux-mêmes. Le silence entre les deux nombres premiers est protégé par l'impossibilité de la factorisation. L'algorithme de Shor brise ce silence en envoyant le calcul le long de chaque chemin simultanément et en laissant l'interférence trier le résultat. C'est le murmure dans le silence. Et le murmure est en train de devenir un cri. Mais l'expérience de la double fente cache un secret plus profond que l'interférence. Un secret qui a détruit la tranquillité d'esprit de 3 générations de physiciens. Et pour le comprendre, il faut refaire l'expérience avec un seul changement. Vous ajoutez un détecteur devant l'une des fentes. Un appareil qui vous dit par quelle fente la particule est passée, et quelque chose de terrifiant se produit, le motif d'interférence disparaît. Ne regardez pas par quelle fente la particule passe. Vous obtenez l'interférence, les deux fentes, les deux chemins, le motif d'onde sur le mur. Placez un détecteur pour savoir. L'interférence disparaît. Une fente, un chemin. Comme si l'univers exécutait 2 programmes différents. Un pour quand vous regardez et un pour quand vous ne regardez pas. Et regarder change le résultat. Ce n'est pas une question de technologie. Ce n'est pas que votre détecteur perturbe physiquement la particule. Des versions de plus en plus sophistiquées de cette expérience ont été réalisées pendant des décennies. Le résultat est toujours le même. L'observation change le résultat. Pas l'observation au sens d'un esprit conscient. L'observation au sens où de l'information devient disponible. L'univers se comporte différemment selon que l'information sur l'événement existe ou non. Et cette phrase, si vous la laissez infuser assez longtemps, réorganisera la façon dont vous pensez à tout, c'est pire. En 1978, John Archibald Wheeler, l'homme qui a inventé le terme « trou noir », a proposé une expérience qui ne devrait pas être possible. Il l'a appelée l'expérience à choix retardé. L'idée était la suivante. Et si vous attendiez que la particule ait déjà traversé les fentes, avant de décider si vous allez observer par quelle fente elle est passée, la particule a déjà voyagé, elle a déjà passé la barrière. Si elle est passée par les 2 fentes, elle est déjà en train d'interférer avec elle-même. L'événement est dans le passé. Wheeler a dit que cela n'a pas d'importance. Vous pouvez choisir de placer le détecteur après coup, et la particule se comportera comme si elle avait connu votre décision à l'avance. Si vous choisissez de regarder, pas d'interférence. Une fente. Si vous choisissez de ne pas regarder, interférence. Les 2 fentes. Même si la particule a traversé les fentes avant que votre décision n'existe. Pendant 29 ans, c'était une expérience de pensée. Puis en 2007, une équipe dirigée par Vincent Jacques en France l'a construite. Des photons individuels. Un appareil qui décidait aléatoirement, après que le photon avait déjà pénétré dans le dispositif, s'il fallait mesurer quel chemin il avait pris. Le résultat a confirmé la prédiction de Wheeler exactement. Le photon se comportait comme s'il connaissait l'avenir. Le photon ne connaît pas l'avenir. Ce qui se passe est plus étrange. Le photon n'a pas d'histoire tant que la mesure n'en crée pas une. Le passé n'est pas fixé. Il dépend de l'information qui devient disponible dans le présent. Et l'expérience suivante est encore pire. En 1982, Marlan Scully et Kai Drull
ont proposé quelque chose qui ressemble à un tour de magie. Ils l'ont appelé la gomme quantique. Commencez avec l'expérience de la double fente. Placez un détecteur pour savoir par quelle fente la particule passe. Le motif d'interférence disparaît. Comportement classique. La particule a choisi une fente, pas de mystère. Maintenant, voici la torsion. Que se passe-t-il si vous effacez l'information du détecteur? Pas la particule, pas l'appareil de mesure, l'information elle-même. Que se passe-t-il si vous détruisez l'enregistrement de quelle fente la particule a emprunté après que la particule a déjà frappé l'écran? Leur prédiction était que le motif d'interférence reviendrait. En 2000, Kim et ses collègues à l'Université du Maryland l'ont construit. Des paires de photons intriqués. Un photon frappait l'écran. L'autre était envoyé à travers des séparateurs de faisceaux qui soit préservaient, soit effaçaient l'information de quel chemin avait été pris. Quand l'information était préservée, pas d'interférence dans le photon signal. Mais quand l'information était effacée, l'interférence réapparaissait dans des photons qui avaient déjà été détectés et déjà enregistrés. L'acte d'effacer de l'information sur le passé a changé le motif que le passé avait laissé derrière lui. Ce n'est pas le choix retardé où la décision future affecte l'événement présent. C'est l'effacement ou détruire de l'information restaure rétroactivement le comportement quantique. L'univers ne se soucie pas des observateurs. Il ne se soucie pas de la conscience. Il ne se soucie pas des détecteurs ou des appareils de mesure. Il se soucie d'une seule chose. L'information existe-t-elle? Si l'information existe, comportement classique. Si elle n'existe pas, comportement quantique. Et si vous créez l'information puis la détruisez, la réalité revient en arrière comme si l'information n'avait jamais existé. Le silence entre les deux nombres n'est pas un vide. C'est un espace fait d'informations. Et la monnaie fondamentale de la réalité n'est pas la matière. Ce n'est pas l'énergie non plus, c'est l'information. L'univers n'est pas fait de choses. L'univers est fait de ce qui est connu sur les choses, et les règles changent selon que la connaissance existe ou non. Avant d'aller plus loin dans la machine, il faut remonter à un hôtel à Bruxelles en 1927, parce que ce qui s'est passé dans cet hôtel a défini les termes du débat qui continue encore aujourd'hui. Et ce débat n'est pas académique. La façon dont vous le résolvez détermine ce que la machine quantique fait réellement quand elle brise le silence. La conférence Solvay d'octobre 1927 a rassemblé 29 physiciens dans un hôtel bruxellois. 17 d'entre eux allaient remporter le prix Nobel. Einstein était là. Bohr était là. Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Born, Planck, Curie, de Broglie. Si vous effaciez cette liste d'invités de l'histoire, la physique moderne n'existerait pas. Ils s'étaient rassemblés pour discuter de la nouvelle mécanique quantique, et ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur ce qu'elle signifiait. Que fait une particule quantique quand personne ne la regarde? Existe-t-elle seulement entre les mesures? La position de Bohr était radicale dans sa modestie. Les mathématiques fonctionnent. Mais demander ce que fait l'électron quand vous ne le regardez pas n'est pas une question scientifique. Il n'y a rien là tant que vous ne regardez pas. Arrêtez de poser la question, calculez. Einstein détestait cela, pas parce que les mathématiques étaient fausses, parce que cela signifiait abandonner l'idée que l'univers existe indépendamment de l'observation. La Lune cesse-t-elle d'exister quand personne ne la regarde? Pour un électron, la réponse de Copenhague est authentiquement oui. Il n'y a rien là tant que vous ne regardez pas. Ils se sont battus pendant 30 ans. Einstein concevait des expériences de pensée pour piéger Bohr. Bohr trouvait l'échappatoire à chaque fois. Einstein ne pouvait pas porter le coup décisif. Puis en 1935, il a cru l'avoir trouvé. Einstein a cosigné un article avec Boris Podolsky et Nathan Rosen qui devait être le coup fatal. L'article décrivait un scénario si étrange, si offensant pour le bon sens,
qu'Einstein était certain qu'il prouverait que la mécanique quantique était incomplète. Il était certain qu'il montrerait qu'il devait y avoir des variables cachées, des règles plus profondes sous le hasard quantique, des règles qui restaureraient un univers sensé, local et déterministe. Il a appelé le scénario l'action fantomatique à distance. Il le disait comme une insulte. Il ne savait pas qu'il décrivait l'architecture réelle de la réalité. L'argument était le suivant. Créer deux particules dans un état quantique partagé, une paire intriquée. Puis séparez-les, envoyez l'une à New York et l'autre à Tokyo. Selon la mécanique quantique, aucune particule n'a d'état défini tant qu'elle n'est pas mesurée. Elles sont toutes les deux en superposition. Mais au moment où vous mesurez la particule à New York et découvrez qu'elle tourne vers le haut, vous savez instantanément que la particule à Tokyo tourne vers le bas. Instantanément. Pas à la vitesse de la lumière, pas après un délai. Instantanément, quelle que soit la distance. Einstein a dit que c'était absurde. L'information ne peut pas voyager plus vite que la lumière. C'est la relativité. Soit quelque chose voyage plus vite que la lumière, ce qui est impossible, soit les particules avaient des états définis depuis le début. Comme des gants expédiés dans des boîtes séparées vers des villes différentes. Vous ouvrez la boîte à New York et trouvez un gant gauche, donc vous savez instantanément que Tokyo a reçu le droit. Pas d'action fantomatique. Les gants étaient toujours gauche et droit. Nous n'avions simplement pas regardé. C'était l'argument des variables cachées, des résultats prédéterminés. La mécanique quantique, pas fausse, mais simplement incomplète. Einstein en était sûr, parce que l'argument était élégant et intuitif. Et il avait tort. Mais prouver qu'il avait tort a pris 29 ans. Personne ne pouvait trouver comment faire la différence. Jusqu'à ce qu'un Irlandais discret, assis à un bureau, trouve la seule chose qui serait différente. Son nom était John Stuart Bell. Né à Belfast en 1928 dans une famille ouvrière, son père marchand de chevaux, Bell était le premier de sa famille à rester à l'école après 14 ans. Il a étudié la physique à Queen's University Belfast, puis s'est installé au CERN, à Genève, où il passait ses journées à concevoir des accélérateurs de particules et ses soirées à penser aux fondements de la mécanique quantique. Ses collègues considéraient le travail du soir comme un hobby. Ils avaient tort. C'était le travail le plus important que quiconque au CERN ferait cette décennie-là. Bell était obsédé par le paradoxe EPR, pas parce qu'il prenait le parti de Bohr ou d'Einstein, parce que tout le monde se disputait en philosophie quand ils auraient dû se disputer en mathématiques. Aucun des deux camps n'avait proposé un moyen de vérifier. Pendant 29 ans. Comment tranche-t-on un débat sur la nature de la réalité? Pas avec plus de philosophie. Avec un nombre. Bell a brisé l'impasse avec une seule équation, publiée en 1964 dans une revue obscure. 6 pages. L'idée, si des variables cachées existent, il y a un plafond mathématique sur la force de la corrélation entre deux particules. Mesurez l'une à New York, l'autre à Tokyo, répétée des milliers de fois. Les statistiques ne peuvent pas dépasser un nombre spécifique. Bell a dérivé ce nombre. Si la mécanique quantique a raison, les statistiques dépassent le plafond. Les mathématiques le prédisent clairement. Pour la première fois, il y avait un test. Pas de la philosophie. Un nombre. En dessous du plafond, Einstein gagne et vous pouvez dormir tranquille. Au-dessus du plafond, l'univers est non local. Et le mot distance ne signifie pas ce que vous avez toujours supposé qu'il signifie. Ce qui rend le théorème de Bell si extraordinaire, c'est sa simplicité. Une seule inégalité. Un seul nombre. Et ce nombre trace une ligne dans le sable entre deux visions du monde irréconciliables. D'un côté, un univers où les choses ont des propriétés définies que vous les regardiez ou non. De l'autre, un univers où la réalité se constitue au moment de la mesure et où la distance est un concept moins fondamental que nous ne le pensions. Bell a publié
Puis il a attendu. L'expérience était extraordinairement difficile. Il faudrait 20 ans avant que quelqu'un puisse la réaliser. L'homme qui l'a fait était un Français nommé Alain Aspect, travaillant à l'Université de Paris. Il a mené l'expérience en 1982. Le défi n'était pas conceptuel. Bell avait fait la partie difficile. Le défi était l'ingénierie. Il fallait créer des paires de photons intriqués, les envoyer dans des directions opposées, mesurer leur polarisation à des angles aléatoires, choisis au dernier instant possible pour qu'aucune particule ne puisse influencer l'autre par un signal voyageant à la vitesse de la lumière ou en dessous, puis collecter assez de données pour faire les statistiques. Il l'a fait. Et le nombre était au-dessus du plafond. Pas légèrement. Pas de manière ambiguë. Clairement, proprement, indiscutablement au-dessus de la limite de Bell. Les corrélations entre les deux photons étaient les plus fortes que ce que toute théorie à variables cachées pouvait permettre. Einstein avait tort. Les particules n'étaient pas comme des gants. L'univers dans lequel vous avez grandi, celui où les choses ont des propriétés définies, que vous les regardiez ou non, avait échoué au test. Mais l'expérience d'Aspect avait des failles, de minuscules brèches par lesquelles un sceptique déterminé pouvait se faufiler. D'autres ont suivi, John Clauser, Anton Zeilinger, chacun fermant une faille différente, serrant le nœud autour du réalisme local. En 2015, le groupe de Zeilinger a réalisé le premier test de Bell complètement sans faille, chaque échappatoire scellé. Le nombre était au-dessus du plafond. En 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à Clauser, Aspect et Zeilinger. L'univers est non local, pas un débat, pas une hypothèse. Un résultat expérimental répliqué des milliers de fois sur 4 décennies, chaque faille fermée. 2 particules séparées par n'importe quelle distance, connectées par quelque chose qui ne voyage pas entre elles. Le mot « ici » et le mot « là » ne signifient plus ce qu'ils signifiaient. Einstein a appelé cela « fantomatique ». Il avait raison sur la partie fantomatique. Il avait tort sur tout le reste. Et la machine dans la chambre cryogénique ne se contente pas de reconnaître la non-localité. Elle l'utilise. Elle fonctionne avec. L'intrication n'est pas une curiosité avec laquelle les ordinateurs quantiques coexistent par hasard. L'intrication est le câblage. À l'intérieur d'un ordinateur quantique, l'intrication fait quelque chose d'encore plus fondamental que relier 2 photons à travers l'espace. Les qubits ne fonctionnent pas seuls. La puissance de la machine vient du fait que les qubits sont intriqués les uns avec les autres, de sorte que l'état de l'un est verrouillé sur l'état de l'autre. Quand vous intriquez 30 qubits, vous n'avez pas 30 pièces séparées qui tournent en l'air. Vous avez un seul objet avec 2 puissances 30 faces, toutes tournant ensemble, toutes interférant ensemble, toutes s'effondrant ensemble. Quand vous lisez le résultat, l'intrication est ce qui transforme une collection de qubits individuels en un système quantique unique. Sans elle, vous avez juste une boîte très froide et très chère d'interrupteurs cassés. Et l'intrication a une autre application qui boucle la boucle vers notre point de départ. La distribution de clés quantiques. Un canal de communication sur lequel il est physiquement impossible d'espionner. Parce qu'intercepter une particule intriquée change son état. L'acte d'écouter détruit le message. La même non-localité qui brise les anciennes serrures construit de nouvelles serrures qui ne peuvent être brisées par aucune machine, maintenant ou jamais. La chose qui tue l'ancien monde est le fondement du nouveau. Le silence entre les 2 nombres va se briser, mais un nouveau silence, plus profond, bâti sur les lois de la physique elle-même et non sur une simple hypothèse mathématique, est en train de prendre sa place. Et ce nouveau silence ne peut pas être rompu par un algorithme plus intelligent. Parce que ce n'est pas une hypothèse, c'est une loi. Mais il y a une question qui se cache sous tout cela. Une question que la plupart des physiciens préfèrent esquiver. Et c'est la question qui va nous emmener bien au-delà de la cryptographie,
dans un territoire que personne n'avait prévu d'explorer. La question est simple. Où est-ce que le calcul se passe? Un ordinateur quantique avec 300 qubits explore 2 puissances, 300 chemins simultanément. Ce nombre éclipse tout ce que le monde physique contient. Les chemins interfèrent et produisent une réponse correcte, vérifiée, reproductible. Donc, où se déroule physiquement ce calcul? Les ressources n'existent pas dans notre réalité. Soit la réponse est fausse, ce qu'elle n'est pas, soit les ressources viennent de quelque part que nous ne pouvons pas voir. Un physicien nommé David Deutsch a contemplé ce problème pendant des années. Deutsch est inhabituel, même selon les standards de la physique théorique. Né en Israël, élevé en Angleterre, il a passé la majeure partie de sa carrière à Oxford. Il n'était pas intéressé par la construction d'ordinateurs. Il était intéressé par ce que les ordinateurs révèlent sur la structure de la réalité. En 1985, il a publié le premier véritable algorithme quantique, pas celui de Shor. Un algorithme plus ancien, plus simple, conçu pour prouver un point théorique. Et le point était exactement la question que nous venons de poser. Un ordinateur quantique prend un problème qui requérait plus d'opérations qu'il n'y a de particules dans l'univers et il le résout correctement. Le résultat est vérifiable à chaque fois. Où le travail a-t-il eu lieu? La réponse de Deutsch est celle que personne ne veut entendre. Le travail a eu lieu dans des versions parallèles de la réalité. Pas parallèles dans un sens poétique, pas parallèles comme métaphore. Parallèles dans le sens le plus littéral, physique et mathématiquement rigoureux disponible. Le calcul a été distribué à travers des branches de la réalité que nous ne pouvons pas voir, ne pouvons pas toucher, ne pouvons pas mesurer directement, mais dont l'existence est la seule explication pour un résultat que nous pouvons voir, pouvons toucher et pouvons vérifier. Pensez-y comme un audit. Une entreprise déclare 10 milliards de dirhams de bénéfices. Vous vérifiez les livres, l'entreprise a une seule usine produisant 1 million par an. Les chiffres ne collent pas. Soit le rapport est faux, soit il y a des usines que vous n'avez pas trouvées. En informatique quantique, le rapport est réel. L'usine unique est notre univers. Il n'a pas les ressources. Donc, soit le résultat est faux, ce qu'il n'est pas, soit il y a des usines ailleurs. Deutsch les a appelés le multivers, ce qui rend l'argument de Deutsch si dévastateur pour les sceptiques du multivers, c'est qu'il ne repose pas sur la philosophie. Il repose sur la comptabilité. Vous pouvez compter les opérations, vous pouvez mesurer le temps, vous pouvez vérifier le résultat. Et quand vous faites cette comptabilité, quand vous additionnez les ressources computationnelles nécessaires pour produire la réponse que l'ordinateur quantique a effectivement produite, le total dépasse ce qui est disponible dans un seul univers. Ce n'est pas une interprétation, c'est une soustraction. Les ressources dépensées sont plus grandes que les ressources existantes. La différence doit venir de quelque part. Et le seul quelque part que les mathématiques autorisent est un ailleurs que nous ne pouvons pas voir mais dont les effets sont mesurables dans chaque résultat que la machine produit. Et c'est ici que le vertige commence, parce que Deutsch n'a pas inventé le multivers, il l'a hérité. L'idée est née 28 ans avant le premier algorithme quantique, dans la thèse de doctorat d'un étudiant que presque personne n'a lu. Son nom était Hugh Everett III, Princeton, 1957. 26 ans. Everett essayait de résoudre un problème qui rongeait les physiciens depuis les années 1920. Pourquoi un système quantique se comporte-t-il d'une manière quand vous ne le regardez pas et d'une manière complètement différente quand vous le regardez? La réponse standard, enseignée dans chaque cours de physique de l'époque, s'appelait l'interprétation de Copenhague. Niels Bohr la défendait, le physicien le plus influent vivant. La réponse de Bohr était celle-ci. Quand vous mesurez un système quantique, la superposition s'effondre. Un résultat devient réel, les autres disparaissent. Ne demandez pas où ils vont. Ne demandez pas ce qui effondre la fonction d'onde.
La question n'a pas de sens. Taisez-vous et calculez. Everett a regardé cela et a dit non. Il a dit que les mathématiques ne requièrent pas d'effondrement. L'équation de Schrödinger, l'équation maîtresse de la mécanique quantique, fonctionne parfaitement sans. Si vous laissez simplement l'équation tourner sans ajouter l'effondrement à la main, ce qui se passe est que chaque résultat possible se produit. Pas un seul. Tous. L'univers ne choisit pas un seul résultat. Il se divise en chaque version possible. Chaque mesure, chaque interaction quantique, chaque moment où une particule pourrait aller à gauche ou à droite, l'univers se ramifie en des versions où elle est allée à gauche et des versions où elle est allée à droite. Les deux sont réels, les deux continuent, et aucune n'est plus fondamentale que l'autre. Son directeur de thèse, John Archibald Wheeler, l'a forcé à couper l'article en deux. Bohr l'a rejeté personnellement. La communauté des physiciens a haussé les épaules. Everett a quitté le monde académique. Il a pris un poste au Pentagone. Il n'a plus jamais publié d'articles de physique. Il buvait beaucoup. Il est mort d'une crise cardiaque à 51 ans. Ses instructions étaient que ses cendres soient jetées avec les ordures. Elles l'ont été. Son fils, Mark Everett, qui deviendrait le chanteur du groupe de Rock Hills, a dit des années plus tard qu'il n'avait jamais eu de vraie conversation avec son père. Qu'il avait grandi dans la même maison qu'un homme qui avait vu quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité et qui n'avait jamais trouvé personne à qui en parler. La tragédie d'Everett n'est pas qu'il avait tort, c'est qu'il avait raison trop tôt, et que le monde n'était pas prêt à entendre ce que les équations disaient. 40 ans plus tard, l'informatique quantique est arrivée, et la seule façon d'expliquer ce qu'elle faisait était le cadre théorique de l'homme dont les cendres sont parties avec les déchets. Mais si tout cela est vrai, si la superposition est réelle, si l'intrication connecte des particules à travers les galaxies, si les branches du multivers se créent à chaque interaction, pourquoi le monde vous semble-t-il normal? Vous marchez dehors. Le sol est solide. Le ciel est d'une seule couleur. Votre café est soit chaud, soit froid, jamais les deux. Vous n'expérimentez pas la superposition. Vous ne remarquez pas l'intrication. Vous n'avez jamais regardé une chaise et l'avez vue à deux endroits en même temps. La raison n'est pas que la mécanique quantique s'arrête à une certaine échelle. Elle ne s'arrête jamais. La raison est que quelque chose cache activement le monde quantique. Quelque chose prend la bizarrerie quantique brute de la réalité et la lisse dans le monde propre, solide, à réponse unique que votre cerveau s'attend à trouver. Et cette chose a un nom, la décohérence. Un physicien allemand nommé Heinz Dieter See a entrevu la réponse en 1970. See était un outsider. Ses idées ont été ignorées pendant plus d'une décennie. La communauté des physiciens était si engagée dans l'interprétation de Copenhague, dans l'idée qu'il ne faut pas demander ce qui se passe entre les mesures, que quiconque essayait de répondre à la question était traité de marginal. See a répondu quand même. Il a montré qu'un système quantique n'existe pas en isolation. Il interagit avec son environnement. Et les interactions commencent petites. Un photon rebondit sur le système et emporte une trace de son état quantique. Puis une molécule d'air entre en collision avec lui et prend une autre trace. Puis des vibrations thermiques traversent le matériau environnant et dispersent les traces plus loin. Chaque interaction est des minuscules, insignifiantes en soi, mais chacune fait fuir un éclat d'information sur la superposition dans le monde environnant. Et une fois que l'information fuit, la superposition ne s'effondre pas. Elle se noie. Pensez-y de cette façon. Vous êtes debout dans une cathédrale vide. Vous chuchotez un mot. Chaque consonne est claire. Maintenant, imaginez le même chuchotement dans une foule de 8 milliards de personnes parlant toutes à plein volume. Vos cordes vocales vibrent de la même manière. Mais personne ne vous entend. Pas parce que vous avez arrêté de parler, parce que votre signal s'est dissous dans le bruit. Il n'a pas disparu, il est perdu. C'est la décohérence.
un qubit en superposition est le chuchotement, l'environnement et la foule. Au moment où le qubit interagit avec quoi que ce soit, la superposition fuit dans l'environnement et devient indétectable, pas détruite, diluée au-delà du point de récupération. De notre perspective, il semble que le qubit a choisi un état. Il semble classique. C'est pourquoi les chaises sont solides. Pas parce que la mécanique quantique s'arrête à l'échelle d'une chaise, elle ne s'arrête jamais. Mais une chaise est des billions d'atomes constamment bombardés par des photons et du bruit, et le temps de décohérence est si court qu'il pourrait aussi bien être zéro. La superposition se noie avant que vous puissiez cligner des yeux, et c'est contre cela que l'ordinateur quantique se bat. La chambre cryogénique, le vide, le blindage, tout cela existe pour une seule raison. Garder la foule silencieuse assez longtemps pour que le chuchotement finisse sa phrase. La machine opère à 15 millikelvins. C'est 15 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu. Plus froid que le vide de l'espace profond. Plus froid que tout dans l'univers naturel. À cette température, les vibrations thermiques disparaissent, presque. Il n'y a pas d'air. Juste le vide. Le bruit électromagnétique est supprimé par des couches de blindage qui feraient pâlir un bunker. Le qubit est assis dans cette forteresse de silence, isolé du reste de l'univers, aussi complètement que l'ingénierie humaine le permet. Et même là, il ne reste cohérent que pendant une fraction de seconde. Un ordinateur quantique construit une minuscule poche où la superposition survit assez longtemps pour terminer le calcul. Les ingénieurs ne construisent pas une calculatrice plus rapide. Ils construisent une pièce où le masque tombe pendant quelques microsecondes avant que la décohérence ne le remette en place. Wojciech Zurek, le physicien qui a formalisé la décohérence en 1981, n'était pas satisfait de la version simple de l'histoire. La version simple dit que l'environnement détruit la superposition. Le bruit tue le signal. Fin de l'explication. Zurek a regardé cela et a vu quelque chose de plus profond. Il a posé une question que personne d'autre ne posait. Si l'environnement tue la superposition, pourquoi laisse-t-il toujours les mêmes survivants derrière lui? Pourquoi les chaises sont-elles solides à chaque fois, au lieu de se dissoudre dans une autre configuration? La réponse à laquelle il est arrivé, publiée en 2009, il l'a appelée le darwinisme quantique. Le nom n'est pas une métaphore. C'est une analogie directe avec l'évolution biologique, et elle est précise. Zurek a montré que quand un système quantique interagit avec son environnement, l'environnement n'efface pas la superposition aveuglément. Il sélectionne certains états. Les états robustes contre le bombardement de photons et le bruit thermique survivent. Tout le reste se dissout. Et ce qui reste, ce que Zurek a appelé les états pointeurs, est la seule version de la réalité quantique que le monde classique voit jamais. Votre chaise est solide, non pas parce que la solidité est une propriété fondamentale de l'univers. Votre chaise est solide parce que l'état quantique correspondant à la solidité est celui qui survit à la décohérence. Parmi les billions d'états quantiques possibles que les atomes de votre chaise pourraient occuper, l'écrasante majorité se dissolvent au contact de l'environnement. Celui qui persiste, celui qui est copié, amplifié et diffusé à travers chaque photon rebondissant sur la chaise, est l'état que vous appelez solide, marron, en bois, ici. Il n'a pas gagné parce que la réalité l'a choisi. Il a gagné parce que tout le reste a perdu. Cela change ce qu'est le monde classique. Ce n'est pas le rez-de-chaussée, ce n'est pas le fondement, c'est la couche supérieure, le résidu. Les survivants d'un processus de sélection qui se produit à chaque échelle, à chaque instant, dans chaque atome, des billions de fois par seconde. En dessous, la réalité quantique complète continue de bouillonner, de se ramifier, d'interférer, d'être étrange. Vous ne pouvez simplement pas la voir parce que l'environnement a déjà choisi les gagnants avant que l'information n'atteigne vos yeux. Le silence que vous percevez dans le monde, la solidité des tables,
la singularité des événements, le fait que votre café est chaud ou froid, mais jamais les deux, ce silence n'est pas le silence de l'absence. C'est le silence de la noyade. 1 trillion de voix quantiques parlant toutes en même temps, si fort et si vite que leur cacophonie produit quelque chose qui ressemble au calme. Et il y a un résultat encore plus dérangeant. Un résultat qui touche à la nature même de ce que signifie le mot « réel ». En 1961, Eugene Wigner a proposé une expérience de pensée. Votre amie est dans un laboratoire fermé. Elle mesure une particule quantique en superposition et voit un résultat défini. Spin vers le haut. Pour elle, la réalité a livré une réponse. Mais vous êtes dehors, vous n'avez pas ouvert la porte. De votre perspective, le laboratoire entier est toujours en superposition. Votre amie, la particule, le cahier dans lequel elle a noté le résultat, tout cela reste dans un état quantique. Pour vous, l'expérience n'a pas de résultat. Qui a raison? La mécanique quantique dit que vous avez raison tous les deux, pas approximativement. Tous les deux utilisez les lois correctes de la physique appliquées à l'information disponible. Mais vos faits sont mutuellement exclusifs. Elle dit spin vers le haut. Vous dites que les deux sont encore en jeu. Vous ne pouvez pas tous les deux décrire la même réalité objective, à moins qu'il n'y ait pas de réalité objective unique à décrire. Pendant 58 ans, c'était une expérience de pensée. Puis en 2019, Massimiliano Proietti et une équipe à l'université Heriot-Watt d'Édimbourg l'ont construite. Des photons intriqués, des observateurs multiples, un test direct pour savoir si les résultats de différents observateurs peuvent être rendus cohérents dans un cadre objectif unique. Il ne le pouvait pas. L'article a été publié dans Nature. Les faits indépendants de l'observateur n'existent peut-être pas philosophiquement, expérimentalement, mesurés, publiés, répliqués. L'univers n'a peut-être pas de vues de nulle part, seulement des vues de quelque part, et ces vues n'ont pas à être d'accord. Mais au milieu de ce vertige, il y a une encre. Et cette encre ramène directement au silence entre les deux nombres. En 1982, 3 physiciens travaillant indépendamment, Wouters, Zurek et Dieks, ont prouvé ce qu'on appelle le théorème de non-clonage. Vous ne pouvez pas dupliquer un état quantique arbitraire. Pas avec une meilleure machine. Pas avec plus d'énergie. Pas avec une technologie 1000 ans plus avancée que la nôtre. L'univers ne vous le permettra pas. C'est inscrit dans les mathématiques de la même façon que la vitesse de la lumière est inscrite dans la relativité. Pas un mur que vous pouvez escalader avec une échelle plus grande. L'absence même d'une direction appelée vers le haut. Et cela change tout pour la question de la sécurité. RSA, le pont, la serrure, tout le système qui craque sous le poids de l'algorithme de Shor a été construit sur une hypothèse mathématique. La factorisation est difficile. Cette hypothèse a tenu pendant 50 ans. Elle est sur le point de tomber. Mais le théorème de non-clonage n'est pas une hypothèse. C'est une loi physique. Et les lois physiques ne tombent pas. Elles ne sont pas révisées par un algorithme plus intelligent. Elles ne sont pas brisées par une machine plus rapide. Ce sont les règles, pas nos règles. Les règles. Vous vous souvenez de la récolte? Le cauchemar entier existe parce que copier de l'information classique est gratuit et invisible. Vous branchez le fil. Personne ne remarque. Copier de l'information quantique est impossible. Intercepter un photon intriqué et il change d'état. L'intrication se brise. Le destinataire le voit immédiatement. C'est comme essayer de photocopier une bulle de savon. La bulle éclate. L'ancienne serrure a été construite sur les mathématiques. La nouvelle serrure est construite sur la physique. Et cette différence est la différence entre un mur qui pourrait s'effondrer et un mur qui ne peut pas exister dans un état brisé. Le silence entre les deux nombres premiers va se briser. Mais un nouveau silence, plus profond, est en train de naître. Un silence qui n'est pas fait de difficultés mathématiques, mais de lois physiques.
un silence que la mécanique quantique elle-même interdit de rompre. Et la machine fait plus que briser les vieilles serrures et en forger de nouvelles. La même superposition qui alimente le calcul alimente la mesure. Un qubit est l'objet le plus sensible que les humains aient jamais construit, précisément parce qu'il est le plus fragile. Chaque photon égaré, chaque murmure thermique, chaque ondulation gravitationnelle le pousse. Cette fragilité est l'ennemi à l'intérieur d'un ordinateur quantique. Mais la fragilité n'est pas un défaut. C'est une fonctionnalité à deux visages. Mettez cette même sensibilité au travail comme capteur et elle devient autre chose entièrement. Elle devient une oreille pressée contre le mur de la réalité, entendant des choses qu'aucun instrument classique ne peut détecter. Une horloge atomique utilise la superposition pour mesurer le temps avec une précision qui ne dériverait pas d'une seule seconde en 15 milliards d'années. Plus longtemps que l'univers n'a existé. Un gravimètre quantique peut sentir l'attraction d'un tunnel enterré depuis la surface de la route au-dessus. Un magnétomètre quantique peut détecter la décharge d'un seul neurone à l'intérieur d'un cerveau vivant, sans chirurgie, par le silence. Et puis il y a la simulation. En 1981, quand Feynman s'est levé et a dit que la nature n'est pas classique, il pointait un problème spécifique que les ordinateurs classiques ne pouvaient pas résoudre. La simulation de systèmes quantiques. Une molécule est un système quantique. Les atomes sont tenus ensemble par des liaisons électroniques et ces électrons obéissent à la mécanique quantique. Pour prédire le comportement d'une nouvelle molécule, un candidat médicament, un catalyseur, un supraconducteur, vous devez modéliser ces liaisons. Un ordinateur classique peut gérer de petites molécules. Hydrogène, hélium, quelques atomes. Mais le nombre d'états quantiques croît exponentiellement avec chaque atome que vous ajoutez. À 50 atomes, le nombre d'états dépasse ce que tout ordinateur classique peut stocker, encore moins calculer. 50 atomes. Une molécule plus petite qu'un grain de sable. Un ordinateur quantique utilise le bon type d'objet. Ces qubits obéissent aux mêmes lois que les électrons de la molécule. Superposition, intrication, interférence. La machine ne calcule pas le comportement de la molécule. Elle le reflète. Elle devient une petite version de la même physique, et la réponse émerge de la machine de la même façon qu'elle émerge de la nature, en laissant les états quantiques évoluer et interférer. La même machine qui menace chaque serrure sur Terre pourrait reconcevoir les molécules des médicaments que vous prenez. Pourrait prédire des matériaux aux propriétés qu'aucune méthode classique ne pouvait prévoir. Pourrait modéliser des réactions chimiques que nous n'avons jamais pu simuler. Le domaine entier de la chimie, coincé à utiliser des approximations depuis sa naissance, est sur le point de recevoir une machine qui n'approxime pas. Elle résout. Le télescope et l'arme sont le même objet, ce qui révèle le sous-sol et ce qui brise le plancher. Quelqu'un a construit la nouvelle serrure. Elle n'est pas théorique. Elle a un nom, un standard et un calendrier. En 2016, le NIST, l'Institut national des standards et de la technologie des États-Unis, a lancé une compétition. Un appel ouvert aux mathématiciens et cryptographes de tous les pays. Construisez-nous un algorithme qu'un ordinateur quantique ne peut pas briser. La compétition a duré 8 ans. Des dizaines de candidats ont participé. Des équipes d'universités, de corporations et d'agences de renseignement ont passé des années à essayer de casser les soumissions des autres. La plupart ont cassé. Quelques-unes ont survécu. Les survivants sont construits sur des problèmes de réseau euclidien. Imaginez que vous êtes debout dans une grille de points dans un espace à 3 dimensions. Trouver le chemin le plus court est facile. Maintenant, imaginez la même grille, s'étirant dans 500 dimensions autour de vous. Le chemin le plus court est toujours là. Les mathématiques garantissent qu'il existe. Mais le trouver, calculer réellement quel itinéraire est le plus court à travers une forêt d'intersections en 500 dimensions,
est un problème que ni les ordinateurs classiques ni les ordinateurs quantiques ne peuvent résoudre efficacement. L'algorithme de Shor, l'acide qui dissout RSA, ne fonctionne pas ici. Structure mathématique différente, terrain entièrement différent. L'acide frappe le réseau et rien ne se passe. En 2024, le NIST a annoncé les gagnants. Crystals Kyber pour l'échange de clés, Crystal Dilithium pour les signatures numériques. Les noms ressemblent à de la science-fiction, mais les mathématiques qui les soutiennent ont été testées, attaquées et mises à l'épreuve pendant près d'une décennie par les meilleurs cryptanalystes vivants. Le nouveau standard est publié. La nouvelle serrure est taillée. Et la migration a commencé. Mais la migration n'est pas un interrupteur que vous actionnez. Chaque serveur sur Terre, chaque satellite en orbite, chaque puce embarquée dans chaque appareil médical et système d'armes, tout fonctionne sur RSA ou la cryptographie à courbe elliptique. Certains ne peuvent pas être mis à jour. Le matériel précède la menace. Et ces systèmes doivent être physiquement arrachés et reconstruits de zéro. Cela prend des décennies. Et pendant que les décennies passent, la récolte continue. La marge se rétrécit chaque jour. De nouveaux secrets circulent dans de vieux tuyaux. La course est un couloir lent, grinçant, qui se rétrécit, face à une horloge qui se moque des budgets et du fait que la personne qui a conçu la sécurité de votre immeuble a pris sa retraite il y a 15 ans et que personne n'a le mot de passe. L'ancien silence se brise. Le nouveau silence est en construction. La question est de savoir lequel arrivera en premier, mais il y a un prix. Pas un prix métaphorique, pas le coût du café, de l'électricité et des doctorants, un véritable prix physique. Un impôt prélevé par l'univers sur chaque calcul jamais effectué ou qui sera jamais effectué. En 1961, Rolf Landauer chez IBM a prouvé qu'effacer un seul bit produit une quantité minimale de chaleur, pas de l'inefficacité. De la physique. L'information est physique. La formule tient sur une pièce de monnaie, K fois T fois le logarithme naturel de 2. Ce qu'elle vous dit est simple. Plus votre environnement est chaud, plus il coûte d'oublier. Charles Bennett a montré en 1973 que vous pouvez esquiver l'impôt en n'effaçant jamais. Mais le report n'est pas l'évasion. C'est de la dette dans une devise différente. Parce que le calcul réversible exige une mémoire infinie. Et la mémoire est de la matière. Et la matière coûte de l'énergie. Ce qui nous amène à la limite plus profonde. Avant Landauer, Bremerman avait montré en 1962 qu'il y a une vitesse maximale à laquelle tout système physique peut traiter de l'information fixée par l'énergie qu'il contient. Seth Lloyd, au MIT, a calculé l'ordinateur portable ultime. 10 puissance 50 opérations par seconde. Incompréhensible. Et toujours fini. Toujours dans une cage, un ordinateur quantique exploite l'interférence, l'intrication et la superposition, et cette combinaison le rend exponentiellement plus puissant que toute machine classique. Mais la puissance exponentielle est toujours de la puissance à l'intérieur d'une cage. Le multivers est peut-être le moteur. L'entropie est le frein. L'univers nous a donné la superposition d'une main et a écrit la facture de l'autre. Le silence entre les deux nombres n'est pas éternel. Mais le silence des lois de la thermodynamique, lui, l'est. La machine qui brise les serrures est elle-même emprisonnée dans les limites que la physique impose à toute forme de calcul, classique ou quantique. Et ces limites, contrairement aux serrures RSA, ne tomberont jamais. Parce qu'elles ne sont pas des constructions humaines. Elles sont la texture même de ce qui existe. Et puis il y a la question la plus étrange de toutes. Une question que la machine pourrait un jour tenter de résoudre. La question est simple. Si l'observation change la réalité, et que nous sommes les observateurs, que sommes-nous? Repensez à ce que nous avons traversé. Dans l'expérience de la double fente, l'observation effondre le motif d'interférence. Dans l'expérience à choix retardé,
Une observation future réécrit le passé. Dans la gomme quantique, détruire de l'information restaure le comportement quantique. Dans l'ami de Wigner, deux observateurs voient un monde des réalités mutuellement exclusives et tous les deux ont raison. Chaque fois que nous avons pelé une couche, l'observateur était là, au centre de la machinerie. Pas comme un témoin passif, comme un ingrédient actif. Roger Penrose pense que cela signifie quelque chose. Penrose, le mathématicien d'Oxford qui a partagé le prix Nobel de physique 2020 pour ses travaux sur les trous noirs, soutient depuis des décennies que la conscience n'est pas un processus classique. En 1989, il a publié L'Esprit du roi, où il proposait que la conscience humaine naît d'effets quantiques dans le cerveau. Pas de neurones qui déchargent comme des transistors. De quelque chose de plus profond. Quelque chose qui opère à la frontière entre le quantique et le classique, dans le même territoire où la décohérence transforme la superposition en monde solide. Stuart Hameroff, un anesthésiologiste de l'Université d'Arizona, a donné à l'intuition de Penrose une adresse physique. Les microtubules à l'intérieur des neurones. De minuscules tubes de protéines qui forment l'échafaudage de chaque cellule. Hameroff et Penrose ont proposé que la superposition se produit à l'intérieur d'eux et que l'expérience consciente correspond au moment de la décohérence. La théorie s'appelle ORC-OR. 30 ans de critique et de raffinement. Pas prouvé, pas réfuté. En 2015, Matthew Fisher a proposé un mécanisme différent, les spins nucléaires des atomes de phosphore dans des clusters de Posner, avec des temps de cohérence assez longs pour que des processus quantiques influencent l'activité neurale. Plus jeune, plus spéculative, mais assez spécifique pour être fausse. Ce qui, en science, est le plus grand compliment. Rien de tout cela n'est déréglé. Nous ne savons pas si la conscience est quantique. Mais la question n'est plus philosophique. Elle est expérimentale. Elle a des prédictions testables. Et la machine qui pourrait les tester est la même machine qui a commencé cette histoire en menaçant de briser chaque serrure sur Terre. Parce qu'un microtubule est un système quantique. Un cluster de Posner est un système quantique. Un réseau neuronal opérant à la frontière de la décohérence est un système quantique. Si Penrose a raison, ou si Fisher a raison, ou si quelqu'un que nous n'avons pas encore rencontré propose un troisième mécanisme, alors cette machine est le premier instrument qui pourrait simuler la conscience au niveau où la conscience pourrait réellement opérer. L'arme qui a été construite pour briser le pont pourrait se révéler être un miroir. Et le visage qui regarde en retour pourrait être la première image claire que nous ayons jamais eue de nous-mêmes. Prenez un pas en arrière. Pas par rapport aux mathématiques, par rapport à la chronologie. En 1900, Planck introduit le quantum comme une astuce désespérée pour résoudre un problème de rayonnement. En 1922, Stern et Gerlach découvrent que c'est réel. En 1935, Einstein essaie de le tuer avec le paradoxe EPR et décrit accidentellement l'architecture qu'il tentait de réfuter. En 1957, Everett propose le multivers et est chassé de la physique. En 1964, Bell trouve le test. En 1982, Aspect prouve que la réalité est un non local. En 1994, Shor écrit l'algorithme, et puis l'accélération. 2019, Sycamore. 2022, le prix Nobel. 2024, Willow, 125 ans. Quelle espèce fait cela en 125 ans? Quelle espèce passe d'une astuce désespérée à une machine qui atteint dans le sous-sol de la réalité en moins de temps qu'il n'en faut à un séquoia pour pousser? Nous ne sommes pas l'espèce la plus intelligente à avoir vécu sur cette planète. Nous sommes la première à atteindre le sous-sol. Pas la première sur Terre. La première partout où nous avons jamais regardé. Nous n'avons trouvé aucun signal venant du ciel. Aucun artefact sur Mars. Aucune empreinte sur aucune lune d'aucune planète autour d'aucune étoile que nous ayons jamais observée. Pour autant que nous puissions en juger, nous sommes le premier morceau de matière dans l'univers observable qui a regardé les règles gouvernant sa propre existence et a construit un outil qui les exploite.
Nous n'avons pas seulement découvert que la réalité a un sous-sol. Nous avons construit une machine qui fonctionne là en bas. Et ce que nous avons trouvé dans le sous-sol n'est pas ce que nous attendions. Nous attendions un ordinateur plus rapide. Nous avons trouvé un univers non local, possiblement ramifié, gouverné par l'information plutôt que par la matière, et possiblement dépourvu d'une réalité objective unique que tous les observateurs partagent. Nous avons trouvé que le monde classique, le monde solide, sensé, à réponse unique dans lequel vous vous réveillez chaque matin, n'est pas le fondement. C'est la couche supérieure, le résidu, le masque. La machine qui menace votre compte en banque est la même machine qui a révélé le masque. Vous êtes un organisme biologique, carbone et eau. Un produit de la chimie quantique si complexe qu'aucun ordinateur classique ne simulera jamais la molécule qui porte votre code génétique. Debout sur une planète qui s'est condensée à partir d'un nuage de poussière gouverné par la même mécanique quantique qui alimente la machine dans la chambre cryogénique. Regardant un ciel plein d'étoiles dont la lumière a voyagé à la fois comme onde et comme particule pour atteindre votre rétine. Vous n'êtes pas séparé de tout cela. Vous êtes tout cela. Vous êtes la mécanique quantique qui marche et qui se pose des questions sur elle-même. Et vous avez construit une machine qui peut se regarder elle-même. Ce n'est pas une petite chose. Dans l'histoire entière de la matière dans l'univers observable, s'étendant sur 13 milliards 800 millions d'années, aucun morceau de cette matière n'a jamais, à notre connaissance, construit un appareil qui exploite délibérément les fondements quantiques de la réalité pour effectuer un calcul. Les roches ne l'ont pas fait. Les étoiles ne l'ont pas fait. Les galaxies ne l'ont pas fait. Mais vous l'avez fait. La machine brise des serrures. Elle lit le sous-sol. Elle pourrait un jour simuler le processus qui produit l'expérience d'être vous. Elle est dangereuse et extraordinaire. Et le fait qu'elle existe est, si vous vous laissez le temps d'y penser, la chose la plus improbable de l'univers visible. Le silence entre les deux nombres a un trou. C'est là que nous avons commencé. Le trou est réel. La machine est réelle. La récolte est réelle. La course entre l'ancienne serrure et la nouvelle est réelle et elle est serrée. Ces choses comptent. Elles façonneront les 20 prochaines années de sécurité, de diplomatie, de renseignement et de confiance. Des gens dans des pièces où vous n'entrerez jamais y travaillent en ce moment. Ils continueront d'y travailler demain. Mais le trou va plus profond que quiconque ne l'avait prévu. Il traverse les mathématiques, traverse la physique, traverse l'architecture de la réalité, jusqu'au sous-sol où les règles ne sont pas ce que nous pensions qu'elles étaient. Et la machine qui a ouvert le trou n'a pas seulement révélé une menace, elle a révélé un monde. Voici ce que vous voyez à travers le trou. L'univers n'est pas ce qu'il semble être. Le monde, solide, singulier, conforme au bon sens que vos sens vous livrent, chaque matin est une surface. En dessous, la réalité est d'un non local. Deux particules séparées par une galaxie sont connectées par quelque chose qui ne voyage pas entre elles. Et le mot « distance » ne s'applique pas. Et si la distance est une illusion, alors l'univers est bien plus connecté qu'il n'en a l'air. Ce qui signifie qu'il peut se ramifier. Chaque événement quantique est une fourche. Chaque fourche est permanente. La version de vous qui a arrêté d'écouter il y a 20 minutes est mathématiquement aussi réelle que celle qui écoute encore. Et si l'univers se ramifie, qu'est-ce qui détermine quelle branche vous voyez? Pas la matière, l'information. Le passé dépend de l'information qui existe dans le présent. Et si l'information gouverne la réalité, alors la réalité objective, celle qui est la même pour tout le monde, n'existe peut-être pas du tout. Parce que deux observateurs avec des informations différentes peuvent détenir des faits mutuellement exclusifs et avoir tous les deux raison. Et si l'objectivité tombe, que reste-t-il? Un résidu. Ce que vous voyez est ce qui a survécu. La solidité n'est pas un fait, c'est un survivant. Vous allez fermer cette vidéo, vous allez poser votre téléphone.
Vous allez retourner dans votre vie, avec ses routines, ses factures, ses moments de grâce ordinaires. Le soleil se lèvera comme prévu. Les gens que vous aimez seront toujours là quand vous rentrerez chez vous. Rien dans votre vie ne doit changer à cause de ce que vous avez entendu. Mais la prochaine fois que vous poserez une tasse sur une table et entendrez le petit son solide et rassurant de la céramique rencontrant le bois, sachez que sous ce son, sous les atomes de la céramique et les atomes du bois et les atomes de l'air qui ont porté le son jusqu'à votre oreille, il y a autre chose. Quelque chose de non local. Quelque chose qui se ramifie. Quelque chose qui se comporte différemment quand de l'information à son sujet existe. Quelque chose qui n'a peut-être pas une seule histoire. Quelque chose qu'une machine dans une chambre cryogénique plus froide que l'espace entre les étoiles commence tout juste à lire. Vous êtes ici. Le monde tient. Le silence entre les deux nombres se fissure. Mais un nouveau silence, plus profond, construit sur les lois qui gouvernent chaque atome de votre corps, est en train de prendre sa place. Et sous vos pieds, sous la table, sous le sol, sous tout ce que vous avez jamais touché et tout ce que vous toucherez jamais, l'univers fait quelque chose d'extraordinaire. Il a toujours fait quelque chose d'extraordinaire. Vous ne le saviez simplement pas. Maintenant, vous le savez. Et le silence n'est plus tout à fait le même.